Rencontre ce matin entre les premiers ministres François Legault et Justin Trudeau. Ça va faire partie de mes demandes, donc de rapatrier tous les pouvoirs en matière d'immigration. Les deux hommes pourront-ils s'entendre? Le bateau d'aide humanitaire destiné aux Palestiniens aperçu au large de Gaza. Et la vaccination dans les écoles permettra-t-elle de freiner la hausse des cas de rougeole au pays? Est-ce que je suis bien protégée? C'est quand que je peux venir? Bonjour, ici Mathieu Bellumeur. Bienvenue au Radio-Journal. L'immigration sera au cœur de la rencontre entre les premiers ministres Justin Trudeau et François Legault ce matin à Montréal. Il s'agit d'une pomme de discorde de longue date entre Québec et Ottawa. Jean-Philippe Robillard est avec nous. Le premier ministre Legault qui entend demander, Jean-Philippe, les pleins pouvoirs en immigration au fédéral. Oui, Mathieu. Ce qui a surpris un peu tout le monde hier, donc François Legault qui a dit alors qu'il répondait à une question du chef du Parti québécois en Chambre, qu'il allait demander à Justin Trudeau aujourd'hui le rapatriement de tous les pouvoirs du gouvernement fédéral en matière d'immigration. On l'écoute. C'est moi qui ai demandé la rencontre avec M. Trudeau. Ça va faire partie de mes demandes, donc de rapatrier tous les pouvoirs en matière d'immigration. Ce que je vais lui demander aussi, c'est qu'on réduise, puis là, je pense qu'on s'entend tous les deux, le nombre d'immigrants temporaires puis de demandeurs d'asile. Alors donc, François Legault qui est déterminé à aller chercher des pouvoirs à Ottawa en matière d'immigration. Et en cas de refus, le premier ministre Legault a dit qu'il allait évaluer ses options, mais sans donner plus de détails pour l'instant, Mathieu. Mais on sait que pendant la dernière campagne électorale, François Legault avait lancé l'idée de tenir un référendum sur le rapatriement des pleins pouvoirs en immigration. Alors, il faudra voir, Mathieu, ce qu'il va décider là, à l'issue de la rencontre de ce matin. Là. Et le chef du Parti québécois, Paul Saint-Pierre Plamondon, presse le gouvernement Legault de forcer le jeu. Oui, en organisant, par exemple, comme l'a déjà évoqué François Legault pendant la campagne électorale, un référendum sur l'immigration pour forcer la main du gouvernement Trudeau qui a refusé, il faut le mentionner jusqu'à présent, à plusieurs reprises, les demandes du Québec en immigration, ce qui crée des tensions entre les deux gouvernements. On écoute le chef du PQ, Paul Saint-Pierre Plamondon. Si le Canada nous impose des politiques insoutenables sur le plan de l'immigration, à même son pouvoir sur les frontières et les aéroports, et qu'on se fait rembourser une fraction de ce que ça nous coûte, c'est pas acceptable et c'est une perte. Merci beaucoup, Jean-Philippe. Merci, au revoir. Sur la scène internationale, le navire Open Arms, qui remorque une plateforme chargée de 200 tonnes d'aide humanitaire destinée aux Palestiniens, devrait bientôt être en mesure d'accoster. Depuis quelques heures, le bateau est d'ailleurs visible depuis la rive de la bande de Gaza. Vincent Maisonneuve est avec nous. La distribution des vivres s'annonce par ailleurs compliquée, Vincent. Compliquée par le fait que l'enclave palestinienne ne dispose d'aucune installation portuaire fonctionnelle en ce moment. L'organisation caritative américaine World Central Kitchen, qui pilote ce projet de transport maritime de vivres, aurait réussi à construire une jetée, mais on ignore comment la nourriture sera déchargée de la plateforme flottante et distribuée à la population qui en a grandement besoin. Actuellement, la distribution de l'aide humanitaire est un exercice plutôt chaotique à Gaza. Le Hamas accuse d'ailleurs l'armée israélienne d'avoir ouvert le feu hier sur des Palestiniens qui attendaient de recevoir de la nourriture, des vivres. Le ministère de la Santé du Hamas rapporte qu'une vingtaine de personnes sont mortes, plus de 150 blessés. Israël affirme que ces accusations sont complètement fausses. N'empêche, depuis des semaines, l'aide humanitaire n'arrive pas à se rendre jusqu'aux populations civiles. Bon, et au cours des dernières heures, il y a eu une proposition de cessez-le-feu de la part du Hamas, tout de suite qualifiée d'irréaliste par Israël. Le Hamas propose la libération des femmes, des enfants, des personnes âgées et malades encore détenues, encore retenues dans l'enclave, en échange de 700 à 1000 prisonniers palestiniens. Le Hamas réclame une date butoir pour un cessez-le-feu permanent, une date butoir aussi pour le retrait des troupes israéliennes de la bande de Gaza. Eh bien, le bureau du premier ministre israélien a immédiatement réagi en disant que cette proposition-là était irréaliste. Merci Vincent. Au revoir. En Russie, maintenant, les premiers bureaux de vote sont ouverts dans l'extrême est du pays pour l'élection présidentielle qui va durer 3 jours. Vladimir Poutine devrait être reconduit pour un nouveau mandat de 6 ans, faute d'une véritable opposition au Kremlin. Le scrutin doit se terminer dimanche soir à Kaliningrad, enclave russe au sein de l'Union européenne. L'inquiétude des autorités sanitaires entourant la rougeole grandit au fur et à mesure que le nombre de cas augmente au pays. Il y a maintenant 29 infections confirmées et c'est Montréal qui demeure l'épicentre. D'ailleurs, la campagne de vaccination a commencé dans certaines écoles de la métropole, comme nous le dit Tiana Gonzalez. Le fils d'Adrienne a reçu son vaccin contre la rougeole dans l'école qu'il fréquente dans Notre-Dame-de-Grâce. Il était inquiet un peu, mais honnêtement, le fait qu'ils le font ensemble, les enfants,
bien encadrés dans leur école. La couverture vaccinale est d'à peine 30 % dans certaines écoles de la métropole, mais la moyenne est autour de 80 %, ce qui reste en deçà des 95 % visés pour atteindre l'immunité collective. Parmi les cas déclarés à Montréal, 2 personnes ont contracté la rougeole à l'étranger, ce qui suggère une transmission locale. Dans d'autres secteurs de la métropole, la campagne de vaccination va commencer lundi. C'est le cas dans des écoles situées sur le territoire du CIUS du nord de l'île de Montréal. La directrice de la vaccination, Marie-Ève Giroux. Pour l'instant, la priorité, c'est vraiment les écoles qui ont moins de 75 % de couverture vaccinale. Elle rappelle que la vaccination contre la rougeole est aussi offerte dans des points de service. L'infirmière Nathalie Gauthier y constate d'ailleurs une affluence. Fait qu'il y a vraiment un flux de gens qui arrivent pour demander est-ce que je suis bien protégée, c'est quand que je peux venir. En dehors de Montréal, des cas de rougeole ont été recensés en Mauricie, centre du Québec, les Laurentides et à Laval. Ici, Diana Gonzalez, Radio-Canada, Montréal. En Ontario, maintenant, un tribunal autorise 6 actions collectives contre des exploitants de foyers de soins de longue durée accusés de négligence pendant la pandémie de COVID-19. Quelques 200 centres de soins sont visés par les poursuites. Mathieu Simard. C'est une première victoire pour des milliers de familles qui tentent d'obtenir réparation après la pandémie. La Cour supérieure de justice de l'Ontario autorise 6 recours collectifs contre des opérateurs de foyers de soins de longue durée. Les plaignants allèguent que les sociétés à but lucratif Sienna, Revera, Schlegel, Responsive, Extendicare et Chartwell ont toutes été négligentes à l'arrivée de la COVID-19. Maître Joel Rochon est l'avocat principal au dossier. These were the worst offenders. Les quelques 250 foyers visés par les procédures représentent les pires contrevenants dans la province, selon lui. Des foyers qui ont été incapables de maintenir des normes de soins raisonnables. Any step closer to accountability and justice is a step in the right direction. Viviane Stamatopoulos est chercheuse en soins de longue durée. Elle croit que l'aval donné par les tribunaux représente un pas de plus vers la reddition de comptes que souhaitent obtenir les familles des résidents. Generally, it involves the insurance companies then creating different, more stringent rules for Viviane Stamatopoulos souligne aussi que les recours collectifs pourraient mener à la mise en place de mécanismes de sécurité renforcés dans les foyers de soins. La période couverte par les recours débute le 25 janvier 2020 et se termine le 5 mai 2023. Ici Mathieu Simard, Radio-Canada, Toronto. Scène judiciaire, l'ex-juge de la Cour d'appel du Québec, Jacques Delisle, est un homme officiellement libre après avoir plaidé coupable hier à une accusation d'homicide involontaire en lien avec la mort de sa conjointe Nicole Rainville. Il faut se rappeler qu'en 2021, le ministre fédéral de la Justice de l'époque, David Lametti, avait dans ce dossier ordonné la tenue d'un nouveau procès. C'est une décision qui soulève bien des questions à la lumière de la levée d'une ordonnance de non-publication. Voici les explications de Marie-Pierre Bouchard de l'émission Enquête. En avril 2021, David Lametti, qui est alors ministre de la Justice du Canada, ordonne la tenue d'un nouveau procès pour l'ancien juge Delisle, un pouvoir discrétionnaire rarement exercé. Par communiqué, il déclare qu'une erreur judiciaire s'est probablement produite. 8 ans après avoir été condamné à une peine de prison à vie pour le meurtre de sa femme, Jacques Delisle est donc libéré en attendant son deuxième procès. Enquête a pris connaissance des conclusions du rapport soumis au ministre pour l'aider à prendre sa décision. Le document a été préparé par le Groupe de révision des condamnations criminelles du Canada, le GRCC. On y lit entre autres que Jacques Delisle a menti et qu'il a joué avec la vérité pour l'utiliser comme stratégie, que ses explications soulèvent des problèmes de crédibilité. Jacques Delisle avait demandé au ministre de réviser son cas après avoir épuisé tous ses recours d'appel. Après analyse, le GRCC conclut que tout ce qui a été soumis comme nouvelle preuve pour appuyer sa demande était disponible au moment du procès et qu'il n'y a pas eu d'erreur judiciaire. David Lametti n'a pas vu les choses de la même façon et leur donne tout de même un nouveau procès sans préciser les motifs. Au moment de quitter la vie politique en janvier dernier, il a dit ceci en entrevue à Radio-Canada. Selon ma lecture de la preuve, il y avait une possibilité d'une erreur juridique. Dans le système actuel, le ministre de la Justice n'a pas à expliquer ses décisions. Ici Marie-Pierre Bouchard, Radio-Canada, Québec. Et puis en terminant, événement plutôt insolite au tournoi de tennis d'Indian Wells aux États-Unis. And we are surrounded with bees here. Look at that. Gee.
Play cannot continue. Pause for a while. Alors, vous avez entendu que le match a été mis sur pause. Il y a des abeilles qui ont envahi l'un des courts où se déroulait le match de quart de finale entre Carlos Alcaraz et Alexander Zverev, en raison justement de la présence nombreuse d'abeilles. Finalement, le match a pu reprendre après un certain temps et c'est Carlos Alcaraz qui l'a emporté. Voilà, c'était le Radio Journal. Merci d'être à l'écoute. Bonne journée.